c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une longue interruption pour vous proposer de vous lire la seconde partie de la conclusion du livre passionnant de Michel Georget, Vaccination, les vérités indésirables. Donc dans une vidéo précédente, je vous avais lu le début de la conclusion qui résume parfaitement le contenu de ce livre qui je vous disais, qui est d'un accès parfois un petit peu complexe, mais je pense que toute personne qui s'intéresse à la vaccination, à ses effets, devrait prendre le temps de consulter ce livre. Ou bien au moins regarder les vidéos de Michel Georget qui sont sur YouTube, qui restent encore sur YouTube pour le moment, parce que c'est vraiment une mine d'informations qu'on aimerait avoir quand on est parent avant de se décider à faire pratiquer sur ses enfants des actes qui sont quand même irréversibles et dont on ne mesure pas toute la portée. Donc la deuxième partie de la conclusion. Le principe de précaution n'a pas été appliqué dans le cadre de l'utilisation des produits sanguins contaminés, ni pour les injections d'hormones de croissance provenant d'hypophyses prélevées sur des cadavres de personnes décédées de maladies neurologiques, ni pour l'utilisation de l'amiante, dont la dangerosité était connue depuis des décennies. Nous commençons à payer les conséquences des vaccinations contre la rougeole et la rubéole, dont les scientifiques avaient prévu, il y a 40 ans, l'OMS dès 1950, qu'elle risquait de déplacer les maladies vers l'âge adulte, période où elles sont plus graves, et vers les nourrissons qu'on ne peut pas encore vacciner. Il en est de même pour le vaccin anti-hépatite B, qui a déchaîné la chronique et dont les réactions auto-immunes avaient également été prévues. Dans le doute actuel, où sont encore les autorités sanitaires concernant la relation de cause à effet entre les accidents constatés et la vaccination, le docteur Drucker préconise néanmoins de poursuivre la vaccination. C'est un novateur. Habituellement, dans le doute, on s'abstient. Parviendrons-nous enfin à appliquer le principe de précaution face aux nombreux problèmes posés par les vaccinations et signalés dans ce livre? N'oublions pas non plus que c'est souvent la génération suivante qui risque de payer les pots cassés. Souvenez-vous des femmes qui ont pris du Distilbène pendant leur grossesse dans les années 1950, dont les filles ont développé des cancers du vagin à l'âge de 20 ans et dont les garçons ont présenté des anomalies de l'appareil génital. Qui paiera demain pour les cancers provoqués par l'ADN des virus cancérigènes comme le SV40 des singes ou le MMTV des souris, utilisés pour fabriquer les vaccins recombinants contre l'hépatite B? La moindre des choses serait d'informer, ce qui relève maintenant de la responsabilité du médecin qui vaccine, non seulement sur les maladies, fréquence, gravité, mais aussi sur les risques liés à la vaccination. Mais, me direz-vous, c'est impossible. Si on fait connaître tout cela, plus personne ne voudra se faire vacciner. Et vous ajouterez, comme A.M. Moulin, dès lors qu'on a commencé à vacciner, on ne peut s'interrompre sans faire prendre à la population d'énormes risques. Ces risques imposent de ne pas revenir en arrière et de poursuivre dans la même direction. Ayant commencé à vacciner, nous sommes peut-être condamnés à continuer en étant conscients que l'immunisation artificielle collective n'offre jamais une sécurité absolue et comporte des risques individuels, mais nous n'avons peut-être pas le choix. Si nous nous sommes trompés, errare humanum est-ce une raison pour continuer dans cette voie? Perseverare diabolicum. Abandonner une vaccination ne serait pas un phénomène nouveau. La vaccination contre la fièvre afteuse a été non seulement abandonnée, mais interdite depuis 1991. Le cheptel s'en porte-t-il plus mal? Le BCG a été abandonné par l'Allemagne et bien d'autres pays. Les Pays-Bas ne l'ont jamais appliqué, les États-Unis non plus. Et si la tuberculose refait surface,
on le doit à la précarité et au sida. Personne ne songe d'ailleurs à venir ou revenir au BCG pour régler le problème. Il est heureux que la France ait enfin suspendu son obligation. La Suède a abandonné la vaccination contre la coqueluche avec le vaccin à cellules entières en 1979 pour ne pas avoir à en déplorer les conséquences neurologiques. Certes, en cas d'abandon de la vaccination, les cas de coqueluche augmenteront sans doute un peu, mais il vaut peut-être mieux voir un bambin sous assistance respiratoire en cas de coqueluche grave et qui guérira, que victime d'un accident neurologique qui le laissera infirme toute sa vie. Néanmoins, la Suède a repris la vaccination en 1996 avec le vaccin acellulaire, sans avoir pour autant été submergée par la coqueluche pendant ces 17 années de non-vaccination. Il n'y a d'ailleurs qu'une primo-vaccination à 3,5 et 12 mois, mais pas de rappel ultérieur, tout comme en Norvège et au Royaume-Uni. A noter également qu'en raison de graves problèmes de santé liés aux vaccinations et au fait que l'obligation violerait les droits constitutionnels des citoyens de choisir ce qui peut ou non convenir à leur santé, le Parlement suédois a rejeté le 1er mai 2017 cette motion qui aurait introduit des obligations. Au même moment, l'Italie rend 12 vaccins obligatoires et la France envisage de son côté d'élargir les obligations à 11 vaccins. L'abandon du ROR, rougeole et rubéole redeviendront plus fréquentes car il est vrai que ces vaccinations ont fait diminuer dans un premier temps le nombre de cas, à défaut de jouer sur la mortalité qui était déjà extrêmement basse lorsqu'on a commencé à vacciner. Mais ces deux maladies redeviendront ce qu'elles étaient avant l'ère des vaccinations, des maladies infantiles, sans gravité, et elles redonneront une immunité solide et durable. Diphtérie, tétanos, polio? Si ces maladies devaient à nouveau se manifester, il faudrait sortir de l'oubli dans lequel il a été maintenu le traitement d'Elbet, Neveu, Fumeron par le chlorure de magnésium. J'entends déjà les âmes charitables, dans le bon sens du terme, se lamenter sur le sort du tiers-monde. Si nous ne vaccinons plus, que va-t-il devenir? Ce dont le tiers-monde a un besoin urgent, ce n'est pas de vaccination, mais avant tout d'eau potable et d'installations sanitaires. À travers le monde, 1 milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable et 1,8 milliard n'ont pas d'installation sanitaire. Les maladies liées à cette situation, diarrhée, choléra, typhoïde, polio, sans compter les parasites, tuent plus de 3 millions de personnes et en handicapent des centaines de millions chaque année, la plupart ayant moins de 5 ans. Selon un communiqué de l'ONU, le montant des dépenses militaires pour l'année 2009 s'est élevé à 1531 milliards de dollars, environ 1100 milliards d'euros. À titre de comparaison, les besoins en investissement pour l'accès de l'eau potable et à des installations sanitaires décentes s'élèvent à 72 milliards de dollars par an, environ 50 milliards d'euros, soit seulement 4,5% des dépenses militaires. Si les pays riches veulent réellement aider le tiers-monde, leurs opinions publiques doivent se mobiliser et faire pression sur les instances gouvernementales pour que ces 4,5% le sortent de sa misère et de la maladie en lui procurant les équipements indispensables. Ce sera plus efficace et plus durable que de fournir à ces pays des Land Rover pour de temps à autre distribuer des vaccins à la chaîne sans le moindre suivi. Tout reste à faire dans le domaine de l'information. Et si ce livre a pu vous apporter une aide dans votre réflexion sur les vaccinations, il aura atteint son but. Voilà, donc fin de la conclusion du livre de Michel Georget, Vaccination, les vérités indésirables. S'informer, choisir, assumer. Donc effectivement, c'est une réflexion fort intéressante vu la période que l'on traverse actuellement. Donc je vous laisse à vos réflexions. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez, vous écouterez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.